Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je ne vais pas pouvoir éditer cette vidéo parce que mon ordinateur est devenu extrêmement lent et qu'il n'y a pas assez de place. Enfin, il faut que je supprime tous mes fichiers pour que les vidéos puissent s'exporter. Donc voilà, je peux pas éditer cette vidéo, donc s'il y a des gros blancs, c'est pas de ma faute. Et je suis déjà à bout de souffle parce que j'ai filmé une vidéo juste avant. C'est mal parti. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust, qui est le 4e tome de La Recherche du temps perdu. J'ai lu donc Sodome et Gomorrhe en mai et je l'ai fini le 31 mai, quelque chose du genre. C'est un livre qui a été publié en 1921 et comme d'habitude je vais partager mes impressions qui sont probablement brouillonnes et pas du tout organisées. Donc, pour résumer d'abord, je devrais peut-être faire ça. Pour résumer l'intrigue, on est... attendez, il faut que je me souvienne parce que je suis déjà en train de lire le tome d'après. Donc, on est dans un tome qui se concentre sur Charlus, qui est donc homosexuel, et sur Albertine, de qui Marcel, enfin, le narrateur tombe amoureux, mais qui se révèle avoir des penchants lesbiens, donc des penchants gomorréens, comme ils les appellent. Ce qui est... Alors... honnêtement, je crois que je me souviens déjà plus ce qui se passe dedans. En fait, c'est tellement centré sur les personnages que c'est difficile de vous raconter vraiment ce qui se passe. Mais la première partie, le narrateur est à Paris. La deuxième partie, il retourne à Balbec. Voilà, c'est bon, je me souviens un peu. Donc la première partie, il est à Paris, ça se concentre sur Charlus. Et la deuxième partie, étant donné qu'il est à Balbec, on aura aussi des apparitions, enfin des... Oui, de Charlus, mais ce sera surtout sur Albertine puisqu'il l'avait rencontrée à Balbec dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. On va y arriver. Donc, ce qui est intéressant dans ce tome-là, qui est un de mes préférés de La Recherche du temps perdu, avec, je pense, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, dans ce tome-là, on a l'écroulement de 3 mondes qui sont le masque de Charlus, donc Charlus qui apparaissait comme quelqu'un aux yeux du narrateur qui était extrêmement respectable, tout ce que vous voulez. Le masque de Charlus, les illusions du narrateur sur sa grand-mère. Il découvre par exemple que sa grand-mère lui avait caché sa maladie. Il se rend compte de la manière dont il l'a traitée parce qu'il ne savait pas qu'elle était malade alors qu'elle l'était et que c'était finalement complètement déplacé, voire cruel de sa part. Et son désir de futur avec Albertine qui semble aussi s'écrouler dans la découverte de ce saphisme et d'une mort qui est déjà annoncée dans ce tome-là. Pour Albertine, tout réside, j'ai écrit pour Albertine, tout réside dans ce passage, page 1361, donc vous allez devoir attendre parce qu'encore une fois, je ne peux pas éditer cette vidéo. Donc, 1361, on lit, c'est Albertine qui parle au narrateur et qui lui dit « La mer sera mon tombeau, je ne vous reverrai jamais, je me noierai, je me jetterai à l'eau. » Et le narrateur répond « Comme Sappho ». Donc là, on a on a vraiment toute la narration de Albertine qui est concentrée. On a la mort dans la mer qui va arriver et qui est annoncé dans le tome, ce n'est pas dans le spoil. Et il y a quand même un tome qui s'appelle Albertine disparue, je pense que... Et on a le rapprochement avec Sappho. Et ce qui est intéressant, en plus de ça, c'est que Sappho, précisément, son mythe a été re-raconté pour la rendre un peu plus hétérosexuelle qu'elle n'était, même si les termes de lesbianisme et hétérosexualité sont absolument anachroniques quand on s'intéresse à Sappho ou même à des auteurs antiques, mais ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui. Mais bref, l'histoire de Sappho a été donc réécrite par des hommes au fur et à mesure, et ce qui est intéressant, c'est que le suicide de Sappho est raconté comme étant dû à une peine de cœur masculine, enfin à une peine d'amour hétérosexuelle si vous voulez. Tandis que si on lit Sappho en prenant en compte finalement que tous ses poèmes sont... je vais pas y arriver aujourd'hui.
que tous ces poèmes d'amour en tout cas sont adressés à des femmes, on peut relire totalement ce suicide et y voir autre chose. On peut y voir une peine d'amour féminine ou lesbienne tout simplement. On peut y voir une incapacité à précisément exister dans son mariage avec un homme, dans tout ce que vous voulez, enfin bref. Il y a plein de manières de lire cette référence à Sappho dans Sodome et Gomorrhe, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que Albertine précisément c'est un personnage aussi qui semble être dans une forme de dualité entre sa relation avec le narrateur qui n'est pas qui n'est ni une relation saine ni une relation particulièrement heureuse, et cet amour caché et interdit, et oui, enfin cet amour interdit finalement avec ses amis, avec la fille de Vinteuil, avec André, avec tout ce que vous voulez. Donc c'est intéressant d'avoir ce parallèle-là, et je trouve que ça dit énormément finalement du personnage d'Albertine, et que c'est vraiment le passage à retenir quand on s'intéresse au personnage d'Albertine et à son histoire avec le narrateur. Ensuite, le deuxième passage dont je voulais parler, j'ai fait les notes les moins claires de l'histoire des notes, je pense, c'est sur l'influence de la nature sur le caractère, à la page 1473. D'habitude, je regarde mes notes et je fais des phrases avant de faire une vidéo, mais là, j'avais pas envie. C'est pour ça que vous allez avoir la pire vidéo du monde. En plus, j'ai plus de batterie, donc ça va être vraiment une catastrophe. Ce qui est intéressant, donc là, ça parle de Monsieur de Charlus, qui est homosexuel, et tout le monde le sait, sauf que le narrateur, lui, le découvre au début du roman, et que pour lui, c'est pas seulement la destruction d'un monde, mais aussi une manière de faire sens de plein d'éléments qui, sans ça, ne pouvaient pas être joints bout à bout. Donc, il écrit dans le chapitre 2 du deuxième tome de Sodome et Gomorrhe: Monsieur de Charlus n'était en somme qu'un guermantes, mais il avait suffi que la nature déséquilibrât suffisamment en lui le système nerveux pour qu'au lieu d'une femme, comme y fait son frère le duc, il préférât un berger de Virgile ou un élève de Platon, et aussitôt des qualités inconnues au duc de Guermantes et souvent liées à ce déséquilibre, avait fait de Monsieur de Charlus un pianiste délicieux, un peintre amateur qui n'était pas sans goût, un élégant discoureur. Là, justement, on a l'inscription de l'homosexualité dans la nature même, dans la naissance finalement, et un élément qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on a encore une fois la référence à l'Antiquité, donc dans le regard du narrateur du XXe siècle finalement, l'homosexualité est vraiment quelque chose qui renvoie à l'Antiquité, déjà évidemment, enfin qui renvoie à un temps extrêmement ancien, avec les références à l'Antiquité et avec Sodome et Gomorrhe, donc la référence à la Bible. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ce sont des homosexualités qui sont absolument refusées et mal vues dans la société du XXe siècle, et pourtant elles sont admises comme ayant existé depuis des siècles, des centaines de siècles. Et c'est ça que je trouve assez intéressant finalement dans ce tome-là, parce qu'on a la reconnaissance d'un phénomène naturel, la reconnaissance d'un phénomène ancien, et en même temps quelque chose qui se fait complètement écraser par les mœurs très particulières des années 20. Voilà. J'ai plusieurs passages préférés dont je voulais parler. Aucune structure à cette vidéo. J'ai plusieurs passages préférés. On a la découverte de l'homosexualité de Charlus, qui est au début du tome, où on a une nécessité donc de réexaminer le monde connu. On a ensuite les souvenirs et la culpabilité au retour à Balbec par rapport aux dernières années de sa grand-mère, et à la découverte donc de tous ces épisodes inconnus de sa vie parce qu'elle lui avait caché. Et enfin, on a un développement sur le sommeil et sur son effet sur l'homme, sur la mémoire, sur le temps. Donc c'est trois passages qui sont les plus beaux du tome, à mes yeux en tout cas, et qui ressortent vraiment finalement de tous ces récits mondains. On a un grand développement sur ces passages et ces soirées chez les Verdurins, qui est un passage du tome absolument pas inintéressant évidemment, mais peu intéressant, pour moi en tout cas. Mais en fait on a tellement de ces passages qui sortent
totalement de ce qu'on a habituellement dans la recherche et de toute cette exploration du mondain qui devient... qui commence à se fatiguer quand même au bout du 4e tome. On a ces passages-là qui sortent complètement de l'ordinaire et de la vie quotidienne ordinaire qui est celle du narrateur, et ce sont de très bons passages, c'est pour ça que c'est mon tome préféré. Ce que je trouve d'intéressant aussi, c'est Albertine qui se fait une forme de renouvellement de la figure de Madame de Guermantes qui elle-même permettait de remplacer Gilberte. Alors ça c'est assez évident, mais du coup toutes les figures féminines desquelles le narrateur tombe amoureux, ou en tout cas sur lesquelles il forme une obsession, se remplacent les unes après les autres et ne sont finalement que des espaces vacants où le narrateur peut projeter ses désirs d'idéal, ses désirs d'amour qui est souvent assez platonique, un amour mondain, et en même temps c'est assez... Enfin, son rapport à l'amour est assez flou, je trouve. Page 1517, il écrit à ce sujet: « Mon sort était de ne poursuivre que des fantômes, des êtres dont la réalité pour une bonne part était dans mon imagination. » Donc là on voit vraiment que toutes ces femmes qui se succèdent ne sont que des corps précisément vides, qui ne servent qu'à accueillir un bout d'imagination du narrateur qui projette ses désirs sur elles, et dès qu'il apprend à les connaître, il entre dans une forme de déception qui est analogue à celle qu'il ressent quand il entre dans les cercles mondains qu'il idéalisait auparavant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est donc la partie du retour à Balbec avec la redécouverte et donc la démystification de ce paysage. Il y a un chat qui... La redécouverte de ce paysage et donc sa démystification, forcément, parce que, encore une fois, la recherche du temps perdu, ce n'est que déception après déception, démystification après démystification. Ça va... Mon appareil ne faut pas s'éteindre, donc je me dépêche. Le lyrisme, très beau, j'ai adoré. Le tome se termine sur une promesse de mariage, mais le mariage est déjà malheureux avant d'avoir commencé, parce que le narrateur est pétri de jalousie. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que on va avoir forcément une gradation. Donc la jalousie qu'on commence à apercevoir dans ce tome-là va donner le tome suivant où Albertine est faite prisonnière de l'esprit du narrateur, mais aussi presque physiquement par la jalousie de ce narrateur, prisonnière de son emprise tout simplement. Et enfin, l'élément le plus important que j'espère avoir le temps de dire, c'est l'aspect topographique de ce tome-là, le fait qu'on a l'analyse de deux espaces qui sont Sodome et Gomorrhe plutôt que l'analyse de deux natures qui sont l'homosexualité masculine et féminine. On a vraiment ici des espaces. Sodome est un espace qui semble assez fermé, qui est fermé sur Paris, qui est fermé sur les connaissances des hommes qui ont tous des liens entre eux, tandis que Gomorrhe correspond plutôt à une diaspora. Le fait que les femmes se voient dans la rue et se reconnaissent entre elles sans se connaître et peuvent à partir de là tisser des liens, donc elles partent sur quelque chose qui n'est pas tangible au début, tandis que les hommes construisent leurs relations d'une manière beaucoup plus physique finalement. Donc on est encore et toujours, comme dans toute la recherche du temps perdu, dans une étude d'espace, qui est ici l'espace de l'homosexualité masculine et l'espace de l'homosexualité féminine, comme dans le côté de Guermantes, on avait l'étude d'un espace qui était l'espace des Guermantes. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Le dernier élément par rapport aux espaces, dans la préface de Jean-Yves Thadier, dans la Pléiade de la recherche du temps perdu, il parle du fait que les femmes dans la recherche du temps perdu n'existent qu'à travers l'espace dans lequel elles existent. Donc Albertine par exemple représente Balbec, Gilberte représente Combray, Madame de Guermantes représente Paris, et c'est une manière, encore une fois renouvelée, de voir que dans la recherche du temps perdu, c'est moins la recherche du temps perdu que la recherche des espaces perdus. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!